Les événements prennent une dimension majeure au Liban. Les images en témoignent, les informations. C'est un bombardement d'importance qui a eu lieu dans la banlieue de Beyrouth après toute une série de bombardements au cours des derniers jours. Israël mène une opération de très grande ampleur et tous azimuts. Quelle est sa destination? Quelles seront ses conséquences? Vous êtes avec nous, Bernard Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez signé Solitude d'Israël. Vous rentrez à l'instant, vous descendez de l'avion des États-Unis, où vous avez évoqué votre livre aux États-Unis. Ce soir, l'actualité, en quelque sorte, rattrape votre livre. Comment est-ce que vous comprenez d'abord la logique israélienne, la stratégie israélienne depuis quelques jours? On a tous en mémoire l'affaire des beepers, l'élimination d'un certain nombre de chefs islamistes, et maintenant cette opération vraiment visiblement très déterminée. Écoutez, le contexte, on le connaît tous. Le Hezbollah a déclaré la guerre à Israël le 8 octobre dernier. Ça fait un an, c'est-à-dire le lendemain du 7 octobre, que le Hezbollah, tous les jours, envoie des roquettes sur Israël. Ça fait un an qu'Israël dit au Hezbollah, vous arrêtez, parce que si vous n'arrêtez pas, on va être obligé de vous réduire militairement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Hezbollah n'a pas compris. Il a pris en otage une partie de la population libanaise. Aucun pays au monde n'aurait attendu si longtemps. Quand un voisin vous bombarde tous les jours, quand vous êtes obligé d'évacuer 80 000 personnes, c'est-à-dire à peu près 8% de la population de votre pays, à cause des roquettes, vous attendez 11 mois. Je ne crois pas que la France aurait attendu 11 mois avant de réagir, ni aucun autre pays. Que dire aux inquiets, ceux qui disent, une partie d'entre eux sans doute qui ont d'autres arguments, mais disent c'est risqué pour le Proche-Orient, c'est risqué pour le monde, Israël peut-être entraîne le monde dans une autre guerre. Ce qui est risqué, Darius Rochebin, c'est l'existence du Hezbollah, c'est la stratégie du Hezbollah. Le Hezbollah a pris en otage le Liban. Le Hezbollah, ce n'est pas un parti politique, c'est une organisation terroriste d'une immense ampleur. C'est la plus grande armée terroriste au monde, la mieux financée. Ses chefs étaient, puisqu'un certain nombre d'entre eux ont disparu, étaient sous sanction de l'Europe et des États-Unis. Ils ont pris en otage un pays magnifique, démocratique, multiculturel, qu'est le Liban. Ça, c'est le danger. Et ça fait des années que ça dure. Et est-ce que vous partagez l'avis de certains qui disent que c'est même un modèle pour ce qu'aurait dû faire la France en d'autres temps? Il faut rappeler que le Hezbollah a du sang français sur les mains. Oui. À votre place, il y avait le colonel Michel Goya. Il y a quelques jours, il disait mais un certain nombre de ces chefs du Hezbollah, je les aurais volontiers tués moi-même parce qu'ils avaient tué des dizaines de Français. Écoutez, en tout cas, le Hezbollah a du sang français sur les mains, a du sang américain sur les mains, ils ont attaqué des ambassades, ils sont un instrument de l'Iran et ils ont transformé le Liban tout entier en une espèce de pion dans le jeu dangereux, terrible et impérial de l'Iran. Je crois que le danger était là et l'escalade, elle est là. Elle n'est pas dans le fait qu'Israël a enfin décidé de frapper les infrastructures militaires du Hezbollah. Israël a-t-il en vue une guerre généralisée? Regardons l'enchaînement des événements. 31 juillet, c'est l'élimination physique, l'assassinat ciblé de Fouad Choker, qui effectivement avait joué un rôle d'ailleurs contre les Français. Ensuite, 17 septembre, c'est l'affaire des beepers, des milliers de beepers qui sont piégés par Israël dans une opération extrêmement audacieuse. On entend certains commentateurs, d'ailleurs, dites un mot de cela aussi, considérant que c'est un crime de guerre parce que c'est une dimension aussi massive et aussi, disons, un piège aussi indirect. C'est faux. C'est une opération qui est conforme aux lois de la guerre. Les beepers en question, c'était des beepers détenus par des terroristes, fabriqués exprès pour des terroristes et qui servaient à des opérations terroristes. C'était l'outil de communication par lequel s'entretenaient et par lequel passaient les ordres des commandants du Hezbollah et des opérateurs sur le terrain. Donc ça n'est au contraire... Au contraire, non seulement c'est pas un crime de guerre, mais c'est une manière extraordinairement ciblée de combattre une armée terroriste. Et est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui disent
cette façon ciblée montre qu'Israël a des moyens d'invention, même s'il y a eu quelques victimes collatérales, aussi des enfants et des familles, il faut aussi les rappeler. Mais enfin, on n'est pas dans l'ampleur de ce qui s'est passé à Gaza, où des dizaines de milliers, et les Américains eux-mêmes le disent, des milliers, des dizaines de milliers de civils innocents ont été tués. Pourquoi Israël réussit à le faire contre les terroristes du Hezbollah? En revanche, à Gaza, ça n'est pas aussi ciblé. De loin pas. D'abord, on verra pour les chiffres. Pour l'instant, je ne les ai pas et vous non plus. Les États-Unis, allons. On verra. Les États-Unis n'ont pas de raison, ils ne sont pas spécialement anti-israéliens, franchement. Attendez, la vraie question qui est ouverte aujourd'hui, c'est la proportion parmi les morts gazaouis entre les combattants et les civils. Étant entendu que ces morts civiles, elles sont évidemment atroces. Mais enfin, attention aux chiffres. Pourquoi ? Parce que le Hamas était organisé de manière différente. Tout ce système de tunnels, cette maximisation de la stratégie du bouclier humain. Rappelez-vous, l'otage américain, Hersh, Goldberg, qui a été retrouvé, à qui ces geôliers ont tiré une balle dans la tête. L'entrée du tunnel partait d'une chambre d'enfant, d'une maison. On a vu tout ça. Donc, le Hamas avait mis en place depuis des années une stratégie qui, en effet, rendait extraordinairement difficile la guerre qu'Israël mène depuis 11 mois. Et la guerre est d'autant plus difficile qu'en effet, Israël fait son possible pour qu'il y ait le moins de victimes civiles possible. Et est-ce qu'on doit admettre, Bernard-Henri Lévy, la dimension de la vengeance? Ici, en Europe de l'Ouest, on l'a oublié. Entre les Allemands et les Français, il y a eu la réconciliation, il y a eu des dizaines d'années, je crois que c'était avant-hier, l'anniversaire de la poignée de main entre Kohl et Mitterrand à Verdun. Pour les Israéliens et les Palestiniens, en particulier, la vengeance, ça existe encore, ça a un sens. Je ne crois pas que ce soit de ça qu'il s'agit, ni dans la guerre à Gaza, ni dans la guerre contre le Hezbollah. Il ne s'agit pas d'une... Le Hezbollah a déclaré une guerre totale à Israël, et l'Iran derrière le Hezbollah. C'est comme ça. Quand le chef du Hezbollah, M. Nasrallah, dit qu'Israël est un chancre qu'il faut extirper de cette partie du monde. Quand les ayatollahs iraniens disent qu'Israël est une calamité qui doit disparaître, quand les pro-Hamas chantent dans les rues, y compris de New York et de Paris, que de la rivière à la mer, la Palestine doit être libre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? C'est une guerre d'annihilation qui est déclarée. Donc ce n'est pas une vengeance. Israël se défend contre des ennemis extraordinairement radicaux. Quel est le but de guerre du Hezbollah ? Ça fait ça fait d'abord 20 ans que le Hezbollah bombarde Israël, et ça fait 1 an qu'il bombarde Israël. Avec quel but de guerre ? Quel est l'objectif ? Quel est le conflit ? Quel est il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc quand il n'y a pas de conflit, ça s'appelle une guerre totale. J'entendais que M. Borrell, le ministre des Affaires étrangères européen, disait qu'Israël il parlait d'une guerre totale à propos de la riposte israélienne. Enfin, c'est le monde à l'envers. Il n'est pas le seul, Bernard Lévy. Écoutez ce que dit Joe Biden, écoutez ce que dit aussi un peu Emmanuel Macron. On a l'impression que les dirigeants occidentaux veulent freiner Israël. Ben, je crois qu'ils ont tort. Je crois qu'il faut freiner l'Iran et encourager Israël. Il faut encourager Israël à débarrasser cette partie du monde du Hamas et du Hezbollah. Il faut libérer... Moi, vous savez, je pense... Il n'y a pas de sondage, on saura un jour, mais nombreux sont les Libanais, les chrétiens, les Druzes, les sunnites et probablement un grand nombre de chiites qui en ont marre du Hezbollah, qui savent que le Hezbollah les a transformés en otages de l'Iran. Un mot sur ce pays. Que dit ce pays quand on se rappelle? C'est très spectaculaire. On regarde sur les réseaux sociaux les photos de l'époque où le Liban était paradisiaque, il ne faut jamais exagérer, mais enfin c'était un pays qui allait bien, il y a une prospérité, une paix, une relative coexistence entre les cultures, ça c'était le Liban d'avant. Quand on voit l'autre monde dans lequel nous sommes, ça enseigne quoi? Moi j'ai connu le Liban dont vous parlez, et en effet paradisiaque non, mais c'était un pays exemplaire, et la culture libanaise est une culture exemplaire. Là, vous avez un parti armé, enfin un groupe terroriste qui a pris le contrôle de 25 ou 30% ou peut-être 35% du territoire, qui a pris le contrôle des institutions, qui a fermé le Parlement, qui empêche l'élection présidentielle et qui bloque le pays et qui le précipite dans la ruine.
l'explication, elle est là. Il n'y a pas d'explication métaphysique ni transcendantale. Le Hezbollah a fait main basse sur le Liban. Pauvre Liban, en effet, magnifique et pauvre Liban. Est-ce que c'est la guerre de Netanyahou ? Mais bien sûr que non, c'est pas la guerre de Netanyahou, c'est la guerre d'Israël, c'est la guerre de tous les pays. Ça devrait être la guerre de tous ceux qui sont attachés à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre l'islamisme radical, et qui sont attachés à ce que l'Iran ne devienne pas la puissance dominante de la région. Alors, si on suit votre logique, est-ce que ça veut dire que le moment est venu, peut-être, dans l'esprit de M. Netanyahou et d'autres, d'en découdre pour de bon avec l'Iran ? En tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'Iran est aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on le dit, je rentre des États-Unis, en effet, j'ai rencontré un certain nombre de personnages au sein de l'administration Biden. L'Iran est au bord de se doter de cette assurance-vie de toutes les dictatures. C'est l'assurance-vie de Poutine, c'est l'assurance-vie de Kim Jong-un, ça s'appelle l'arme atomique. L'Iran est au bord de se doter de cette assurance. Allez au bout de votre logique. Est-ce que ça signifie qu'il faut frapper l'Iran, frapper par exemple les centres nucléaires, pas la population évidemment, dans votre esprit, avant qu'elle n'ait la bombe ? D'autant moins, bien sûr pas la population. La population, elle est la première à se révolter contre ces ayatollahs assassins. Les femmes iraniennes, elles sont encore dans les rues avec une extraordinaire vaillance. Ça veut dire qu'il faut tout faire pour que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Ça veut dire bombarder ? Il faut tout faire. Il faut soit l'en dissuader, soit peut-être, mais moi je ne suis pas stratège, soit peut-être viser viser ou des opérations intelligentes du type de celles qu'on a vues récemment sur les beepers, les sites où on fabrique, où on enrichit l'uranium et où on est à un cheveu de pouvoir assembler les éléments constitutifs d'armes de destruction massive. On comprend bien qu'il y a une guerre de très grande ampleur qui est envisagée par M. Netanyahou. Ce qui se passe à Gaza, puis ce qui se passe maintenant au Hezbollah, la lutte contre les Houthis, et là encore évidemment ce sont les Houthis qui attaquent, mais il y a une action très forte, la destruction d'Anier, l'assassinat d'Anier à Téhéran, à la barbe des Mollahs, etc., etc. On a l'impression ils sont lancés pour une grande guerre qui concerne tous les fronts. Ils ne sont pas lancés, Darius Rochebin. C'est le Hamas, le Hezbollah, les Houthis ont lancé une guerre de grande ampleur contre Israël. La guerre la plus massive, la plus redoutable, la plus difficile à mener, avec cette présence des otages dans les tunnels de Gaza. Ce n'est pas Israël qui l'a décidé. Cette guerre a été déclarée par les trois que je viens de vous nommer, et derrière, en leadership from behind, par l'Iran et d'une certaine manière la Russie. Israël n'y est pour rien. Israël riposte comme n'importe quel pays au monde. Plus profondément que ça, cette idée qu'il y a dans le peuple juif, renforcée évidemment par la Shoah, qu'il faut toujours être beaucoup plus fort, pas un peu plus fort. Est-ce que ce moment est arrivé dans leur esprit ? Dans le peuple juif et dans tout peuple. Mais écoutez... Moi, je suis partisan. Pas les Européens. Les Européens, vous savez très bien. En Europe, la notion de guerre préventive, plus personne n'y croit. Eh bien, guerre préventive, je ne parle pas de guerre préventive, mais je souhaite que mon pays, c'est-à-dire la France, se renforce et soit plus forte que les légions de la mort de Poutine que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui en Ukraine. Bien entendu qu'il y a un irénisme, un angélisme des démocraties et qu'elles ne sont pas très armées face aux dictateurs. Est-ce qu'il y a une nostalgie guerrière chez vous quand on voit que la France, par exemple, elle a reculé devant les islamistes ? Ce qui se passe en Afrique, notamment au Niger, elle recule devant les islamistes. Est-ce que vous le déplorez ? Je pense que ce recul est tragique, oui. Je pense que... Et malgré les soldats français qui ont été assassinés par les islamistes, il faut le rappeler, des dizaines de soldats français. Je pense que le monde, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, est engagé dans un nouveau conflit majeur. Il y a les démocraties d'un côté et il y a ce que j'ai appelé les cinq rois. La Russie, la Chine, les pays sunnites radicaux, l'Iran et la Turquie, et que cette guerre-là, c'est une guerre impitoyable. Est-ce que ça veut dire même renoncer à un certain repentir colonial ? Hier, sur notre antenne, on repassait une archive de Bruno Retailleau disant « Attention, le repentir colonial, évidemment, il faut se repentir des crimes coloniaux, mais il y a une partie qui est excessive. » Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un moment où l'Occident devrait se reprendre ?
Moi, je pense qu'on peut souvent, et le plus souvent possible, faire deux choses à la fois. On peut à la fois reconnaître qu'il y a eu des crimes coloniaux, que l'impérialisme français ou américain en son temps a été quelque chose d'épouvantable, et puis reconnaître qu'aujourd'hui, le vrai impérialisme, le vrai colonialisme, c'est l'Iran, c'est la Russie, c'est la Chine et c'est leurs alliés. Est-ce que les démocraties aussi ont besoin d'être impérialistes? Les Américains le disent, eux sont francs, ils sont impériaux, voilà. C'est une démocratie impérialiste. Est-ce qu'on a besoin de ça? Les États-Unis, c'est un empire récalcitrant. C'est un empire. Mais c'est un empire. C'est un empire involontaire. Mais non, c'est très involontaire. Vous connaissez les empires involontaires? Oui. Celui-là. Les États-Unis d'Amérique, c'est un empire involontaire qui n'occupe pas, sauf exception, et c'est une erreur, l'Irak, etc. On ne dépense pas 900 milliards pour son armement de manière involontaire. Il veut être la première puissance militaire, économique, etc. de la Terre. Tant mieux, du point de vue des démocraties. Mais tant mieux, parce que je préfère vivre, moi, sous un... Et pour nous tous et pour nos enfants, je préfère vivre sous un parapluie et une protection américaine que sous un parapluie et la menace russe ou chinoise. Mais alors, est-ce que nous, Européens, nous avons perdu ça? C'est-à-dire la volonté d'être vraiment premier, d'être une première puissance. On veut vivre tranquille. Vivre tranquille, c'est le désir de chacun. Mais vivre tranquille quand vous avez en face de vous des autocrates revanchistes qui entendent profiter de la moindre de nos faiblesses pour remplir le vide que nous laissons, en effet, c'est une illusion et c'est une naïveté. Donc, il faut... on ne vit pas dans le monde idyllique de la fin de l'histoire de Hegel ou de Kojève ou de Fukuyama. On vit dans un monde tragique, avec des gens qui nous veulent beaucoup de mal, avec des gens qui en ont au modèle de société européen, qui en ont aux valeurs occidentales, mais pas seulement chez nous, chez eux aussi. Les femmes iraniennes, les dissidents russes, les avocats turcs emprisonnés par Erdogan, tout cela, c'est à eux que cette internationale noire déclare une guerre totale. Ce que fait aujourd'hui Israël. Écoutez Benjamin Netanyahou, c'est une déclaration des dernières heures, il dit on va continuer. Ils sont dans cette opération extrêmement offensive et ça n'est qu'un début, dit-il, nous continuerons, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, contre le Hezbollah. J'ai un message pour le peuple libanais. La guerre d'Israël n'est pas contre vous, mais contre le Hezbollah. Depuis trop longtemps, le Hezbollah vous utilise comme bouclier humain. Il a placé des roquettes dans vos salons et des missiles dans vos garages. Ces roquettes et ces missiles visent directement nos villes, directement nos citoyens. Quel est votre avis sur cet homme ? Mon avis sur cet homme, je l'ai exprimé souvent dans mes articles. Je n'aime pas sa politique et si j'étais israélien, je serais dans la rue tous les samedis soirs parmi les manifestants qui veulent son départ. Cela dit, je suis aussi de ceux qui pensent que quand un pays est engagé dans une guerre existentielle, parce que c'est le cas d'Israël, Israël livre en ce moment une guerre pour son existence, on ne change pas de commandant en chef au milieu de la bataille. Voilà. Donc mon avis, je l'ai donné, je le redonnerai quand tout ça sera fini. Pour l'instant, je pense qu'on ne change pas de commandant en chef au milieu du combat. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé son inculpation pour crime de guerre. Dans les jours prochains, il est possible qu'une décision ait lieu. S'il est inculpé de crime de guerre, est-ce que vous le défendrez ? Écoutez, cette accusation est infâme. L'accusation de crime de guerre, l'accusation de génocide, elle est infâme. J'ai suivi cette guerre à Gaza comme vous, avec le cœur déchiré et avec une grande attention. Je n'ai jamais vu de ma vie une armée au monde qui, avant de frapper, prévient, qui dit « attention, on va frapper dans quelques heures ou dans quelques jours », qui ouvre des corridors pour les civils, qui aide à leur évacuation. Je n'ai jamais vu cela. C'est ce qu'a fait l'armée d'Israël depuis sa riposte au 7 octobre. J'ai couvert beaucoup de guerres dans ma vie. Je n'ai jamais avec vu... cependant ces milliers de morts innocentes civiles, avec une proportion qu'on a vue qui est incontestable, où pour 100 par exemple militants, combattants islamistes du Hamas, il y a 1000 civils innocents qui meurent. Cette proportion-là, vous voyez bien qu'une partie du monde grande la considère comme criminelle. Je vous répète que les chiffres dont vous parlez, la seule source que nous ayons,
et il faut être très prudent, et c'est la première fois d'ailleurs dans une guerre qu'on reprend ces chiffres comme ça, c'est la source Hamas. C'est le soi-disant ministère de la Santé du Hamas. Et les Américains, je le redis, pardon d'insister, mais quand même les États-Unis d'Amérique qui sont un très fidèle soutien de l'État d'Israël. Il n'y a pas de vérification indépendante. Il n'y a pas de manière de vérifier ça. Deuxièmement, il y a une chose qui n'a pas besoin de vérifier, qui est évidente, c'est que chaque fois que le Hamas annonce son chiffre de morts, c'est un bulletin de victoire. C'est pas un bulletin de deuil, c'est un bulletin de victoire. Ça n'enlève rien au crime du Hamas, ça tout le monde est d'accord. C'est leur stratégie. Mais moi, je vous dis une chose, je connais bien Israël, j'ai observé de près cette guerre, j'y suis allé dès le 8 octobre et retourné souvent depuis. Vous avez là une armée qui, pour la première fois dans l'histoire des guerres modernes, prend le risque et commet presque la faute tactique de prévenir avant de frapper. Ça ne s'est jamais vu, ça. Écoutez le président Biden, c'était tout à l'heure, cet après-midi, aux Nations Unies, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies, et il exprime, c'est le président au seuil de partir, dans quelques mois il n'est plus là, un président âgé, qui d'ailleurs il a parlé de façon assez touchante de sa jeunesse, quand il avait commencé à 29 ans sa carrière politique, et là il dit, on est peut-être au seuil d'une guerre générale. Une guerre généralisée n'est dans l'intérêt de personne. Même si la situation s'est aggravée, une solution diplomatique est toujours possible. En fait, cela reste la seule voie vers une sécurité durable pour permettre aux habitants des deux pays de retourner chez eux, près de la frontière en toute sécurité. C'est ce à quoi nous travaillons sans relâche. Comment répondre à cet homme ? Il est sur le départ, il a vécu beaucoup d'autres guerres et il semble inquiet de la guerre à venir. Ben oui, cet homme est admirable, mais il y a deux manières d'arrêter cette guerre. Bien sûr que cette guerre est atroce. Bien sûr que ces victimes, ça doit tous nous empêcher de dormir. Il y a deux façons que ça s'arrête. Demain matin, la première, Hezbollah, c'est qu'il respecte les résolutions des Nations Unies. Le Hezbollah n'arrêtera pas, vous savez très bien. Ni le Hezbollah, ni le Hamas, ni l'Iran ne vont arrêter. Eh bien, je pense que toute l'énergie que nous avons, tous les efforts diplomatiques devraient être consacrés à faire en sorte que le Hamas rende les otages et capitule. Il n'y a plus de guerre à Gaza, ce jour-là, à cet instant-là, et que le Hezbollah recule et libère la partie du territoire qu'ils occupent en dépit des résolutions. Ces Israéliens les plus durs, est-ce qu'il faut leur laisser, qu'on les considère comme des criminels ou non, ça, chacun est libre de ces discussions, mais au moins, contrairement à vous, le privilège de la sincérité absolue. Ils disent, puisque ni le Hamas, ni l'Iran, ni le Hezbollah, etc. n'arrêteront, oui, eux devront aller jusqu'au bout de la guerre. Et en quoi je n'ai pas la sincérité? C'est-à-dire bombarder les centrales en Iran, c'est-à-dire effectivement faire basculer le Proche-Orient dans la guerre, parce qu'il vaut mieux que ce soit maintenant, que dans 3 ans ou 4 ans, quand l'Iran aura la bombe. Mais ça, c'est évident. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc la guerre générale, elle est souhaitable? Non, pas la guerre générale. Empêcher l'Iran d'être en position de tenir le monde entier sous chantage nucléaire. Alors, Lévy, par des moyens de guerre. Qu'est-ce qui fera céder l'Iran? C'est pas lui faire des risettes, vous savez comme moi. Je n'en sais rien. Il y a des risettes, certainement pas. Mais là, je rentre encore une fois des États-Unis, où mon dernier livre était publié. Et je vois bien comment l'administration démocrate est en train de proposer de revenir avec l'Iran à la table de négociation, à réassouplir le régime des sanctions. Oui, ça c'est une erreur. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Bien sûr que c'est une erreur. Il faut durcir. Il faut faire savoir à l'Iran, avec tout le poids qu'ont les États-Unis et tout le poids qu'ont leurs quelques alliés dans le monde, des alliés nombreux, il faut leur faire savoir que c'est pas possible. Est-ce que c'est la guerre des civilisations? Sur notre antenne, cette interview a été beaucoup commentée, elle a provoqué aussi des manifestations d'ailleurs contre cette interview. Quand Benjamin Netanyahu était notre invité il y a quelques mois, le président israélien Herzog aussi avait tenu des propos au fond assez proches. Il parlait d'une guerre de civilisation. Il considérait que nous sommes tous dans le même bateau face à l'islam. Est-ce que c'est une erreur de dire cela? Nous, les Français, les Israéliens, sont dans le même bateau que les femmes iraniennes, sont dans le même bateau que les démocrates, ceux qui restent de démocrates syriens, sont dans le même bateau que les Ouïghours chinois. C'est ça le bateau. C'est le bateau des défenseurs du droit et de la démocratie contre les autocrates cinglés qui gouvernent ces pays-là. Donc s'il y a une guerre de civilisation, je n'aime pas le mot, mais c'est entre la démocratie et l'autocratie, ça c'est vrai. Mais cette guerre, elle traverse toutes nos sociétés.
Nous avons dans les démocraties des gens qui sont prêts, alors du coup, à faire des risettes à Poutine et à Khamenei. Ceux-là, ils sont du mauvais côté de la guerre dont je vous parle. Et puis, il y a à l'intérieur des pays autocratiques des forces vives, une jeunesse ardente qui est de notre côté et qui, soit dit en passant, bien souvent, prie chaque matin pour que Israël l'emporte et qu'on débarrasse la région de ces forces militaires qui sont le Hamas et le Hezbollah. Est-ce que nous roulons à la guerre dans tous les cas? On va recevoir dans quelques instants l'amiral Vichot. La Russie se réarme, en dépit de ses difficultés, notamment économiques. Elle se réarme de manière très importante. La Chine se réarme à un degré qui est tout à fait vertigineux. Les États-Unis se réarment de façon très considérable, y compris dans le nucléaire. Est-ce que la logique historique, vous avez écrit des livres importants dès les années 70 sur la montée des totalitarismes, la logique historique fait que nous allons à la guerre? La logique historique, c'est qu'il y a des pays qui veulent la guerre. Et ça, c'est ceux que vous... Pas les États-Unis. Les États-Unis, je vous répète, empire récalcitrant. Et il y a un fort courant aux États-Unis, à la fois isolationniste, etc., qui ne veut pas de la guerre. Donc, la Russie, la Chine veulent la guerre. Le Hezbollah... Quand il le faut, ils la font. Les guerres préventives, y compris les plus contestées. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait en Irak. Oui. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une erreur. Pour des tas de raisons, on ne va pas réouvrir ce dossier, mais je pense en effet que l'intervention américaine en Irak était une faute. Mais en revanche, la réalité d'aujourd'hui, c'est que le ministre des Affaires étrangères chinois reçoit des représentants du Hezbollah et félicite le Hezbollah. C'est que le Kremlin, après le 7 octobre, reçoit avec tapis rouge et félicitations du jury les chefs du Hamas. La réalité, c'est ça, c'est qu'il y a un axe revanchiste qui se militarise à outrance et qui oblige en effet les démocraties, enfin en tout cas celles qui ont le sens de leur honneur et de leurs valeurs, en effet, à s'armer. C'est très malheureux, mais c'est ainsi. Observons la dimension militaire de ce qui... Vous avez un œil plus global sur la stratégie, et je rappelle votre livre « Solitude d'Israël ». Je rappelle effectivement que vous rentrez des États-Unis, où vous avez mené une tournée de conférences et rencontré aussi beaucoup de politiciens américains importants. Rejoignez-nous, s'il vous plaît, amiral Vichot. Vous êtes Jean-Louis Vichot, faut-il encore vous présenter, un amiral qui a été au cœur de la dissuasion française. Vous dirigiez un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Bonsoir, merci beaucoup, je vous en prie. Un mot peut-être d'échange. J'étais frappé, l'autre jour vous parliez de la situation au Liban et vous aviez des mots sur l'armée israélienne en disant son origine, ce qu'elle a fait à ses origines quand l'armée israélienne était y compris une armée irrégulière, lui sert encore aujourd'hui dans son expérience. Oui, c'est certain. L'armée israélienne, elle est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas. Qu'au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas, et qui leur avait appartenu il y a bien longtemps. Et donc, son fondement, ça a été d'abord le terrorisme. Et d'ailleurs, tous ces chefs, et même les premiers présidents israéliens, avaient une expérience où ils avaient été considérés par tous les établissements qui étaient en place, par les pays, comme des terroristes, et ils pratiquaient une action terroriste. Donc ça leur a permis de créer Israël, ensuite de lui donner les dimensions d'un État, mais dans la tradition de Tsahal, il y a cette marque de fabrique, si j'ose dire. Écoutez, je vois pas tout à fait les choses, je vois pas du tout les choses comme ça. Ce qui a permis la création d'Israël, c'est une résolution des Nations Unies en 1947, un consensus des nations estimant qu'il était temps, même si c'était 1/100000e de la planète, qu'il y ait un endroit où les Juifs puissent demain échapper à quelque chose qui pourrait ressembler de nouveau à la Shoah, premièrement. Deuxièmement, ce qui est dans l'ADN de l'armée israélienne, c'est l'anticolonialisme, parce que quel était l'enjeu à l'époque? C'était de se débarrasser d'une tutelle coloniale, la tutelle anglaise, qui ne voulait pas lâcher. Et puis troisièmement, vous dites des gens qui n'étaient pas chez eux, ils étaient chez eux. Je ne parle même pas des origines bibliques et tout ça, ça c'est pas mon langage. Mais dans dans l'Israël de 1948, il y avait une moitié de la population qui étaient des juifs autochtones, qui étaient là déjà avant la création de l'État d'Israël. On ne va pas refaire toute l'histoire d'Israël, mais voilà. Les déclarations que vous aviez eues ont beaucoup fait réagir sur les réseaux. Le mot terrorisme, n'est-ce pas? Mais on comprend bien votre idée qu'il y a eu une espèce d'origine d'armée irrégulière et que ça marque encore l'action d'Israël là-dessus.
Bernard-Henri Lévy? Sur les capacités d'initiative, sur son agilité, sur son inventivité. Sur son culot, disent certains son aussi. Culot, exactement. Et puis aussi une manière d'aborder les questions de discipline, de rapport entre les officiers et les soldats. Ce qui est un atout souvent. Mais oui. Mais on l'avait pratiqué d'ailleurs en France. À la résistance, n'oubliez jamais que elle était aussi qualifiée de terrorisme par le régime en place. Voilà. Donc que l'armée israélienne soit qualifiée de terroriste par les gens qui, à l'époque, étaient fidèles et nostalgiques de l'Allemagne hitlérienne, ça c'est possible. En effet, les gens du grand moufti de Jérusalem, ceux-là disaient que les Juifs et les néo-israéliens étaient des terroristes, mais ça n'en faisait pas des terroristes. Donc, non. Et je crois qu'au contraire, moi ce qui me frappe, écoutez, vous êtes un militaire et moi pas, mais ce qui me frappe dans l'armée israélienne, c'est autre chose. C'est un code d'engagement, un code de valeurs, ça s'appelle le Tohar HaNeshek, la pureté des armes, qui est d'une très grande rigueur. Oui. Il y a dans les unités israéliennes, dans les unités combattantes, il y a cette chose que je n'ai vue encore nulle part ailleurs, qui sont des légistes, des hommes de droit, des avocats, qui parfois font lanterner le commandement pendant de longues minutes avant de savoir si une frappe est légitime ou pas. Ça, c'est l'armée israélienne. Il y en a aussi chez nous. Il y en a aussi chez nous. Merci. Il y a ça aussi chez nous, au même degré. Je m'en réjouis, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Bernard-Henri Lévy. Et je rappelle votre livre Solitude d'Israël. Merci beaucoup à vous.